bonjour. Avez-vous déjà entendu parler des communs numériques? On va voir ensemble de quoi il en retourne exactement, ce que c'est, puis quels sont les usages, ce que ça change, comment on peut y contribuer. Ce sera notre grand entretien avec Serge Abitboul, qui est l'auteur de Vive les communs numériques, paru aux éditions Odile Jacob. On aura aussi un rendez-vous avec l'actualité des cryptos aujourd'hui et on va regarder quels sont les premiers impacts de la régulation européenne. Mais d'abord, je propose qu'on s'intéresse au cri d'alerte lancé par les PME à la veille des Jeux Olympiques 2024. Et voilà les PME qui s'inquiètent d'un risque de congestion des réseaux fibres pendant les Jeux Olympiques. Bonjour Cyril Cross, bienvenue sur ce plateau. Vous êtes le directeur de Céleste Fibre, donc un fournisseur d'accès à Internet qui est dédié aux entreprises. Vous êtes aussi un hébergeur sécurisé de données critiques et sensibles. Est-ce qu'il y a vraiment une menace qui plane aujourd'hui en matière de connectivité, de connexion des PME pendant ces Jeux ? Mais effectivement, avec cet événement festif où l'on va recevoir 15 millions de visiteurs en France, plus 10 000 heures de production de vidéos, les 3 milliards d'événements de cyber dont vous avez parlé lundi, vont générer du trafic. Et ce trafic, en fait, il est sur un réseau mutualisé, notamment à travers le FTTH, et les entreprises partagent comme les familles, ce même réseau. D'accord ? Donc, s'il y a une saturation de ce réseau-là, les entreprises qui font appel à ce service-là vont se retrouver coupées d'Internet. Alors, peut-être que je suis un peu naïve, mais j'imagine qu'on l'a dimensionné, de sorte à ce qu'on n'ait pas de problème. Tout à fait, mais par contre, en cas d'événement majeur... On a vu pendant la période Covid, par exemple, personne n'a été contrarié sur sa connexion. Alors, pas tout à fait. Si on prend les JO de Alors, c'est vrai que les Tokyo, PME étaient à l'arrêt, pour le coup, vous allez me dire. En plus. Et les JO de Tokyo, en 2021, qui ont eu également lieu, on a eu des saturations de bandes passantes et des coupures de service. D'accord. Liées notamment à une augmentation de la bande passante, une saturation de cette bande passante, et il n'y avait que 40 000 visiteurs, comme vous l'avez dit, puisqu'on était en période Covid. Oui. Et vous parlez plus spécifiquement d'une menace pour les PME d'Île-de-France. Alors, effectivement... Sur le reste de la France, vous pensez que tout va bien se passer ? Alors, il peut y avoir une saturation au niveau France, puisque en fait, l'événement se situe sur le bassin en Île-de-France, mais également dans d'autres métropoles. Et donc, il y a un risque pour toutes les PME qui utilisent le réseau FTTH, qui, lui, est un réseau mutualisé. Oui. Et vous parlez de risque de congestion, mais est-ce qu'il y a un risque d'indisponibilité totale ? Normalement, les opérateurs, donc comme Céleste, nous avons des réseaux qui sont maillés à travers toute la France, qui utilisent des routes optiques redondantes. Donc, normalement, le service rendu pour de la fibre dédiée, FTTO, est maîtrisé par les opérateurs, puisqu'on veille en fait à la sécurité de nos clients qui sont derrière le... Alors, c'est 63% des TPE, PME aujourd'hui qui utilisent le FTTH pour être connectés au réseau. Exactement. C'est 63% de ces entreprises ont un risque, par contre, assez majeur de congestion liée en fait à une surconsommation de la bande passante. D'accord. Et alors, qu'est-ce qu'on fait pour éviter ce scénario catastrophe ? Alors, on essaye de migrer sur des liens dédiés. Première, le FTTO. Donc là, on a un débit garanti. On a également une GTR, une garantie de temps de rétablissement. On peut également, surtout, ce que je conseille aux entreprises, c'est diversifier leur accès avec un accès de secours, par exemple avec une 5G. Comme ça, on a un accès en cas de panne sur le FTTH. Vous pouvez rebondir sur le réseau 5G. On va également mettre des firewalls de nouvelle génération qui vont pouvoir encaisser les attaques, parce qu'on va être aussi soumis aux attaques par Internet. Et puis, on communique avec les personnes en interne aux entreprises. On ne va pas ouvrir la pièce jointe dont on ne connaît pas l'expéditeur. On va être vigilant par rapport à l'outil informatique pour ne pas créer de panne liée à l'info. Mais j'essaye pas de minorer, mais c'est aussi une période fin juillet, début août, qui est quand même beaucoup plus calme en termes d'activité économique. Tout à fait. Mais par contre, de 10h, on a vu jusqu'à 17h, c'est là où on va avoir le plus de représentation, donc le plus de streaming.
On va avoir du télétravail et on va avoir surtout 15 millions de personnes qui vont se connecter via des hotspots Wi-Fi, qui vont utiliser ces réseaux-là. Donc, non, le risque est bien présent. Le risque est présent et vous en avez parlé avec les grands opérateurs, justement ? On a, donc avec Orange, SFR, etc. Donc, des systèmes de mitigation sont mis en place pour rerouter le trafic sur d'autres collectes, etc. Mais la PME qui a souscrit un abonnement FTTH qui, lui, est low cost, a un vrai risque. Oui. Les solutions que vous recommandez, donc c'est par exemple d'avoir cet accès dédié, c'est pas trop tard là pour y souscrire ? Oui, si. Et pour éviter les risques d'ici le 26 juillet ? C'est un petit peu tard, C'est un petit peu tard. Alors, on fait quoi donc là maintenant ? Maintenant, la box de secours, la 5G, qui va pouvoir, en fait, c'est comme les sauvegardes. Il faut avoir la donnée sur 2 endroits. Et bien là, il faut acheter une autre interconnexion ailleurs, chez un autre opérateur, par exemple, pour avoir un secours viable. D'accord. Et puis, pour l'avenir, effectivement, pensez à d'autres solutions. Merci beaucoup, Cyril Croes, de nous avoir expliqué ce qui risque d'arriver pour certaines PME. On espère le moins possible. Je rappelle que vous êtes le directeur de Céleste Fibre. Merci encore. Et oui, on parle de commun numérique. Tout le monde ne sait pas ce que c'est. On va en savoir beaucoup plus grâce à Serge Abitboul. Bonjour Serge, merci d'être avec nous. Vous êtes informaticien, directeur de recherche émérite à l'INRIA. Et puis surtout, pourquoi vous êtes là aujourd'hui ? Parce que vous êtes l'auteur, avec François Brancillon, de Vive les communs numériques, paru aux éditions Odile Jacob. Alors, le sous-titre, logiciel libre, Wikipédia, le web, la science ouverte, etc. nous donne quand même quelques indices. Mais je ne peux pas ne pas vous poser la question, parce que c'est quand même le cœur de cet ouvrage. Qu'est-ce qu'un commun numérique ? C'est une très bonne question. En fait, c'est un terme qui regroupe tout un paquet de choses qu'on connaît souvent, le plus souvent, mais dont on sait pas, on n'a pas fait le pas en arrière pour comprendre ce que c'est. Donc, il faut revenir un peu en arrière. Donc, les communs, c'est quelque chose qu'il y a eu depuis très longtemps. C'était des ressources. Donc il y a une ressource, ça peut être, je sais pas, un étang, une communauté, c'est les gens qui vont pêcher dans cet étang, et une gouvernance, c'était un ensemble de règles qu'on a mis en place pour protéger cette ressource. Donc ça, c'est un commun. Et ça a très bien été étudié par Elinor Ostrom, qui a eu le prix Nobel d'économie là-dessus. Et on s'est aperçu que cette notion de commun, ressources, je répète, donc c'est ça le truc important, ressources, communauté, gouvernance. Ce machin-là marchait extrêmement bien avec le numérique. Et donc, ça a donné tous les exemples que vous avez donnés et plein d'autres de grands succès du numérique autour de cette idée de partager une ressource pour plein de raisons. Et donc, il faut quand même lire l'ensemble de l'ouvrage pour bien en comprendre tous les contours. Mais moi, je me demandais, est-ce qu'il y a un moyen de savoir qu'est-ce qui est un commun et qu'est-ce qui ne l'est pas ? Parce qu'on voit cette tension aussi à travers le livre. Alors, alors d'abord, on n'a pas voulu mettre des bons points, dire ça c'est un commun, ça c'est pas un commun. On s'en moque un petit peu. Ce qui est important, c'est est-ce que ça fonctionne, est-ce que ça fonctionne pas, et toujours de l'étudier avec ces trois points, quoi. Est-ce qu'il y a une communauté ? Est-ce que cette communauté partage des ressources ? Et puis, est-ce qu'ils ont mis en place une gouvernance ? Mais vous dites, c'est pas forcément quand on parle de commun numérique, et puis même ce que vous citez comme exemple sur la couverture, on voit tout de suite logiciel libre, on pense donc open source, on pense même gratuité. C'est pas toujours le cas. Alors, c'est pas toujours gratuit. Et c'est pas toujours ouvert non plus. C'est pas toujours ouvert. Et puis surtout, la frontière est un peu bizarre parce que Internet, par exemple, tout le monde parle beaucoup d'Internet. Internet, c'est quoi ? C'est beaucoup de privé. C'est des gros data centers, c'est des tuyaux qui appartiennent, c'est des opérateurs comme Orange, qui sont des boîtes privées qui font un travail considérable. Mais Internet, c'est aussi tout un paquet de protocoles, de standards, d'interopérabilité qui font que c'est pas exclusif. Tout le monde a le droit de se connecter à Internet, tout le monde a le droit d'utiliser Internet et d'échanger sur Internet. Donc c'est aussi une ressource commune avec une gouvernance qui est tout un paquet. Alors c'est un petit peu compliqué, mais tous les gens qui sont en place pour essayer de faire que ça marche. Et tout ça, c'est aussi un commun, mais c'est aussi privé et c'est aussi public. Donc, vous voyez, la frontière est pas toujours très précise. Mais ce qui est intéressant, c'est cette idée de commun. C'est une idée qui prend énormément de puissance avec le numérique. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est comment ça fonctionne. C'est pas forcément de mettre des bons points, quoi. Oui, et puis c'est vraiment ce qu'on sent. C'est derrière, c'est l'importance de la communauté, de la motivation aussi à faire partie de ceux qui créent ou qui gardent ou qui gouvernent ces communs numériques. Vous en faites partie d'ailleurs.
Alors, d'ailleurs, on le dit tout de suite, on est complètement biaisé. On est des fans des Jugé communs. parti. François Bancillon a fait une grande partie de sa carrière dans les logiciels libres et puis dans l'open data. Donc, on est des partisans des communs. Alors après, je pense Comment on y entre? Alors racontez-nous, puisque c'est aussi votre expérience personnelle, comment on entre dans cette communauté des communs? Alors, c'est ça qui est assez fantastique, c'est qu'il y a énormément de diversité. C'est pas quelque chose que je peux vous décrire en 5 minutes. Il y a plein de motivations particulières. Il y a des motivations qui peuvent être des motivations purement altruistes, de défense des libertés des utilisateurs, de partage, donc tout ça éthique. Donc ça, on retrouve ça beaucoup dans les logiciels libres. Oui. Mais très très près, vous avez ce qu'on appelle les logiciels open source, à code ouvert. Et ces logiciels open source, c'est promu par des grandes sociétés informatiques qui se sont aperçus que produire du logiciel en laissant le code ouvert, c'est finalement beaucoup plus performant. Ça permettait de l'interopérabilité, ça permettait de créer des écosystèmes, ça permettait d'un point de vue de performance d'avoir des gains de performance. Et d'une certaine façon, aujourd'hui, Internet fonctionne avec des logiciels libres massivement, des logiciels open source. Et de la même façon, l'intelligence artificielle est très souvent open source. Les transformers de Google, vous pouvez les avoir en open source. Donc voilà, ces deux idées qui sont finalement très différentes. Je sais pas, l'altruisme d'un côté, les performances, l'efficacité de l'autre. Et on s'aperçoit finalement qu'on arrive un peu à la même chose, que quand vous allez regarder une licence de logiciel libre, une licence d'open source, la plupart des gens ne vont pas voir trop la différence. C'est juste la motivation qui diffère, pas vraiment l'objet. Mais alors, une fois donc on est motivé, on a envie de participer à cette aventure des communs numériques, est-ce qu'il faut respecter certaines règles? Parce qu'on parle de l'importance aussi du sujet de la gouvernance. Comment elle se construit, sa gouvernance, quand c'est une communauté disparate qui travaille autour d'un projet, parfois avec des cultures très différentes? Alors, c'est évidemment la bonne question. Dans une boîte privée, en gros, on n'arrête pas de vous le dire, c'est le client qui est le roi. D'accord ? Parce que si le client s'en va, il n'y a plus de boîte, quoi. Dans un commun, c'est les gens qui produisent qui sont les plus importants. Parce que si la communauté se disperse, si les gens partent parce qu'ils ne sont pas heureux dans la communauté à produire le plus souvent gratuitement, le plus souvent bénévolement, la communauté disparaît. Donc l'idée, c'est véritablement d'avoir quelque chose qui satisfasse les gens qui produisent des ressources. Et ça, c'est véritablement la difficulté d'un commun numérique. Alors après, s'ils ne sont pas heureux, la communauté va disparaître. Mais alors ça veut dire que finalement, cette communauté, c'est une somme d'ego qui s'épanouit? C'est une somme d'ego et qui peuvent avoir des motivations complètement différentes. Quand vous êtes en train de développer dans Wikipédia, quand vous produisez du texte sur Wikipédia, vous faites ça pour plein de raisons différentes, pour améliorer les connaissances mondiales, parce que vous êtes dans un club et vous trouvez ça sympa, vous avez des copains. Donc il y a plein de raisons pour faire... Quand vous êtes en train de développer du logiciel... en code source ouvert, en open source, pour IBM ou Microsoft ou Google, vous êtes payé pour faire ça, c'est votre boulot. C'est seulement l'entreprise a décidé que c'était plus efficace d'avoir du code ouvert. Et ça, mais sur la question de la gouvernance, c'est comment on s'entend sur des règles. Par exemple, Wikipédia, ça peut être un exemple que tout le monde peut très bien comprendre. Aujourd'hui, il y a vraiment des règles écrites, partagées, alors débattues en permanence, discutées, mais comment elles se construisent? Quand vous êtes arrivé dans ce monde des communs, racontez-nous un peu de l'intérieur finalement. Est-ce que ce sont des guerres internes qui se font et qui font émerger finalement des règles communes? Alors déjà, il faut voir ça dans le temps. C'est-à-dire que quand un commun se crée, le plus souvent des communs, on ne veut pas de la hiérarchie. On veut pas c'est pas comme une entreprise extrêmement hiérarchique avec des patrons qui décident et puis pas du mais tout est-ce que comme c'est ça pas plus compliqué justement quand c'est pas pyramidal? Du coup, c'est mieux parce que il y a plus de distribution de responsabilités, etc. Et le numérique permet ça. C'est aussi un grand apport du numérique, c'est de permettre des échanges d'informations et de commandes qui sont beaucoup moins hiérarchiques. D'accord ? Donc la première chose, c'est ça. Ensuite, ça se passe pas toujours très bien. C'est-à-dire qu'il y a des engueulades, il y a des gens qui sont pas d'accord. C'est pas un monde de bisounours du tout. Hein, le développement de logiciels ou d'autres communs, c'est des mondes qui peuvent être des fois un petit peu rudes. D'ailleurs, c'est pour ça que souvent il y a une présence féminine un peu faible dans ces communs. C'est quelque chose qu'il faudrait vraiment corriger, mais dans les logiciels libres, par exemple, il y a assez peu de femmes. Et une culture qui peut être des fois un peu agressive. Alors après, il y a toutes les possibilités. C'est, par exemple, une possibilité importante pour le logiciel. Vous avez une communauté qui développe un logiciel.
Et les gens s'engueulent pour des raisons philosophiques, peut-être pour des raisons de personnes, et ils décident qu'ils ne peuvent plus vivre ensemble. Dans une boîte privée, on voterait au conseil d'administration, puis on s'arrangerait. Oui. Là, c'est pas possible. Donc, ce qui va se passer, il va se passer ce qu'on appelle un fork. C'est-à-dire qu'on va faire une copie du logiciel, et puis il va y avoir 2 logiciels qui vont être dans 2 communautés. Alors, c'est pas bon pour la communauté, parce que ça affaiblit en nombre la communauté. La communauté se coupe en 2, c'est jamais bien. Mais quand il n'y a pas moyen de faire autrement, ben voilà, il y a 2 communautés qui... On comprend maintenant d'où viennent les forks, et ça permet aussi de la créativité, finalement, tout ça. Mais vous avez dit que le numérique permet ça. En fait, l'informatique et l'outil qui permet aujourd'hui ce travail de pair à pair. Parce que dans le livre, ce qui est cité comme premier commun numérique, c'est Internet. Est-ce que c'est pas l'informatique le premier commun, finalement, du numérique? Alors, c'est compliqué de dire quel serait le premier commun. Les communs numériques se sont d'abord développés en logiciel, donc l'informatique, vous avez raison. Mais c'est là qu'il y a quelque chose que moi j'ai un peu découvert en écrivant ce livre avec François Mancillon. C'est en faisant un pas en arrière, on voit très bien que les communs numériques, c'est comme tous les communs, c'est non exclusif. Tout le monde peut en bénéficier. C'est non rival, c'est-à-dire que vous pouvez multiplier un logiciel par 1 million d'exemplaires et ça ne coûte pas plus cher. Donc ça, on voit bien. Mais ce qu'on voit moins, c'est que le numérique permet des échanges d'informations, du travail collaboratif à des niveaux incroyables. Reprenons le cas de l'encyclopédie. On aurait très bien pu considérer au XIXe siècle, quand on a fait une encyclopédie, que plutôt que la faire écrire par une dizaine ou quelques dizaines de spécialistes, d'experts, on allait la faire écrire par quelques milliers de personnes. Mais comment vous voulez faire travailler au XIXe siècle des milliers de personnes ensemble pour faire un texte commun? C'est pas possible. Aujourd'hui, avec les outils qui ont été développés, avec les outils informatiques qui ont été développés, plusieurs dizaines de milliers de personnes, plusieurs centaines de milliers de personnes peuvent collaborer à un projet commun, peuvent échanger de l'information, peuvent échanger des règles, et ça fonctionne. Et ça, c'est aussi un apport fondamental de l'informatique. Alors, quand même, quand on écoute Tim Berners-Lee, on se dit que quand même l'outil web a été un peu abîmé. Privatisé beaucoup finalement par les plateformes, la question de l'exploitation commerciale des données, même de la surveillance à travers les données, en fait, ont un peu changé le projet web par rapport à son origine, en tout cas d'après ce que nous dit l'un de ses créateurs. Est-ce qu'il vous semble, vous, aujourd'hui, que les communs numériques sont malmenés, en danger? Oui. C'est-à-dire qu'en même temps, il se développe considérablement. Oui, parce qu'à la fin, c'est super. Quand on regarde les tableaux, on se dit qu'il y a une croissance incroyable du nombre de projets. Il y a une très belle croissance, à la fois dans des domaines particuliers, mais aussi géographiquement. Ça fonctionne bien. Par contre, comme vous le dites, il y a des risques et il y a des périls. Alors, la question, c'est pas nouveau dans les communs. Même les communs matériels, il y avait les enclosures qui faisaient que les gens, ils avaient un commun, ils allaient tous glaner sur des champs, et puis tout d'un coup, on mettait une barrière, et puis le champ devenait propriété privée. Donc, sur les communs, il y a ça. Alors, il y a les États. Par exemple, Internet montre bien que les États essaient de limiter la liberté, qu'on trouve sur Internet. De recréer des frontières, finalement. De recréer des frontières artificielles, absolument. Mais on voit aussi les entreprises privées, les grandes entreprises privées, pour maximiser leurs profits. On les voit aussi essayer de mettre des frontières. On a tous ce machin dans la poche. Ce machin dans la poche, il y a des applications. Une application, c'est uniquement... Vous pourriez avoir exactement le même service sur le web, d'accord ? Mais on vous la met dans une application pour vous mettre dans un silo, pour vous encadrer mieux, garder vos données, vous empêcher d'aller ailleurs, etc. Et donc ça, c'est une véritable attaque contre les communs. Il y a des pillages de communs. On voit aujourd'hui avec l'IA générative, les IA génératives s'abreuvant des textes communs qui sont en Creative Commons, en accès ouvert sur l'Internet, pour créer des produits qui, eux, ne sont pas en accès ouvert. Donc, vous voyez, il y a toutes ces attaques-là, et évidemment, c'est un très bel outil qui se développe à côté de la propriété privée. Donc, ce n'est pas quelque chose qui met en péril la propriété privée, mais c'est quelque chose qu'il faut défendre, parce que sinon, on perdra tous les avantages de ces... C'est la motivation première de cet ouvrage ? C'est la motivation première. C'est né d'une inquiétude ? Alors, c'est né d'abord d'une inquiétude. C'est né aussi... l'ouvrage précédent, c'était sur les réseaux sociaux. Et c'était très drôle quand je parlais de quelqu'un en disant « je travaille sur les réseaux sociaux, j'ai écrit un bouquin », ils connaissaient tous mieux que moi les réseaux sociaux. Et sur les communs numériques, ça c'est agréable parce que vous dites je travaille sur les communs numériques. Voilà. Vous dites sur quoi et en fait, les gens savent, les gens connaissent
l'open source, les gens connaissent l'open data, les gens connaissent l'open science. Tous ces trucs-là, ils en ont entendu parler. Mais ce qu'on a voulu faire aussi, c'est leur faire un peu en arrière en regardant, en disant, mais regardez, tout ça, c'est des choses qui tiennent un peu du même esprit, qui tiennent un peu des mêmes concepts et qui méritent d'être défendus. Alors, je voulais vous allez voir, peut-être je vais vous reposer un peu les mêmes questions, mais je voulais qu'on fasse ensemble le jeu de l'interview express où je pose des questions très binaires, qui va être aussi quelque chose qu'on va pouvoir regarder à part. Donc, c'est pas mal, même si vous répétez des choses, Serge, n'hésitez pas. On commence avec un oui-non. Alors, oui-non, les communs numériques sont des outils numériques gratuits créés par des bénévoles. Pas forcément gratuits et pas forcément par des bénévoles. Vrai ou faux, Internet est le premier des communs numériques, puisque vous le mettez d'ailleurs dans un tableau, 1983. D'ailleurs, vous le datez à 83, c'est pas vraiment le début d'Internet, mais c'est la date que vous choisissez avec Vinton Cerf à sa tête. Alors, je ne suis pas historien, je ne sais pas exactement qui est le premier, mais c'est clairement parmi les grandes réussites, c'est clairement la première grande réussite des communs numériques. C'est mieux ou moins bien en ce moment en matière de diversité de projets de communs numériques? C'est mieux, mais il y a aussi beaucoup de risques sur les communs et d'attaques contre les communs. Pour ou contre l'idée que les productions des IA génératives puissent être justement considérées comme des communs numériques? C'est cette idée qui m'est venue. Je me suis dit finalement, puisque ça utilise des bases communes et que ça ne fait que les compiler, est-ce qu'on ne pourrait pas considérer que toutes ces productions sont des communs? Je peux répondre longuement là-dessus. Elles devraient l'être, puisqu'elles ont été fabriquées à partir de communs, mais il y a du travail en plus, donc on pourrait aussi vous faire payer le travail en plus pour les construire, d'accord? Mais l'idée d'avoir des ressources qui soient... Donc, premièrement, que les données d'apprentissage soient des communs, c'est très souvent le cas, massivement, pas que, mais les données d'apprentissage sont très souvent des communs. Les logiciels qui font tourner ces IA génératives sont souvent des communs aussi, sont des logiciels open source, souvent des communs. On peut aussi imaginer que les modèles qui sont générés puissent être vus aussi comme des communs et laissés en accès libre pour que les gens puissent construire au-dessus. Mais ce n'est pas le cas. C'est ce que je veux dire. On est dans on peut imaginer pour l'instant. Vous êtes plutôt dans le camp de j'aime ou je n'aime pas le piratage. Parce que dans le livre, j'ai noté que vous parliez du piratage. Est-ce que, comme presque une façon de transformer finalement une propriété privée en un commun? Encore une fois, difficile d'avoir une réponse. C'est mon interprétation, pardon. Non, mais vous avez raison. Et je vais prendre un exemple. Alexandra Elbakian, qui pirate tous les articles scientifiques et qui crée un site web qui s'appelle Sci-Hub, dans lequel elle met à disposition de tout le monde les articles scientifiques de la planète, 98% dans Sci-Hub. C'est illégal, parce que certains de ces articles sont protégés par le copyright. La seule question, c'est que vous avez là deux lois. Vous avez une loi qui dit... Un scientifique, on ne peut pas lui limiter l'accès à des articles scientifiques parce que c'est ça qui fait avancer les connaissances de l'humanité. Et l'autre loi qui dit il faut protéger la propriété intellectuelle. Alexandra Elbakian a décidé de placer la valeur scientifique au-dessus. Je ne dis pas que c'est bien, que ce n'est pas bien, mais elle a fait bouger les choses parce qu'aujourd'hui, tout est devenu... la plus grande masse des données scientifiques est aujourd'hui en open access grâce à des travaux comme le sien. Allez, très vite. J'y crois ou j'y crois pas qu'on peut encore réparer le web? J'espère bien. Et refaire un commun numérique. D'accord ou pas avec ce qui se passe au niveau des réglementations aujourd'hui européennes pour les communs numériques? Alors ça ne va pas assez loin. Je pense qu'il faudrait il faudrait développer des lois et des règlements pour les protéger plus, mais ça commence à aller dans le bon sens. Et un rêve ou cauchemar, la viabilité des communs numériques, est-ce que ça vous inquiète, cette viabilité aujourd'hui? Je pense que c'est un combat. Merci beaucoup d'avoir été avec nous dans Smartech. Serge Abitbou, je rappelle que vous êtes directeur de recherche émérite à l'INRIA et le co-auteur de Vive les communs numériques chez Odile Jacob. Je vous recommande cette lecture. L'actualité des cryptos aujourd'hui, c'est avec Faustine Fleuret. Bonjour Faustine. Bonjour Delphine. Je rappelle que vous êtes la présidente directrice générale de l'ADAN et vous allez nous parler de ce règlement européen MiCA, Markets in Crypto Assets, donc un règlement qui s'intéresse
au marché des crypto-actifs qui est entré en vigueur et vous vouliez nous montrer quels en étaient les impacts. Tout à fait, parce qu'une partie du règlement vient d'entrer en application il y a quelques jours, c'est-à-dire que depuis le 30 juin dernier, ceux qui vont émettre des stablecoins, donc une certaine typologie de crypto-actifs qui, eux, ne sont pas volatiles, mais au contraire gardent une valeur stable dans le temps, ces émetteurs-là sont déjà sous le joug de la réglementation européenne. Donc c'est relativement tôt, puisque MiCA a été adopté il y a tout juste un an, et qu'on le rappelle, l'écosystème des crypto-actifs, a tout au plus 15 ans, si on reprend Bitcoin, 2008-2009. Donc une réglementation qui s'est mise en place très rapidement pour les émetteurs de stablecoins, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, pour être en capacité de s'adresser au public européen, il faut être en conformité avec MiCA. Et aujourd'hui, on a donc Circle et Société Générale Forge qui ont annoncé l'être déjà, mais on a en fait beaucoup d'autres acteurs qui doivent encore se mettre en conformité. Et ça, c'est la première partie de MiCA, parce qu'à la fin de l'année, au 30 décembre, c'est le reste des acteurs de marché, les plateformes, ceux qui conservent des cryptoactifs, qui vont devoir appliquer le reste de MiCA, parce que c'est la fin de l'entrée en application au 30 juin pour ces acteurs-là. Et donc, pendant cet été, ce ne sera pas de tout repos à la rentrée jusqu'en décembre. Voilà, les entreprises françaises et européennes se préparent et se mettent en conformité. Et alors quoi, on n'est pas sûr que tous les acteurs aient réussi justement à être en conformité avec ce règlement ? Alors c'est une réglementation lourde pour les stablecoins en particulier, parce qu'elle est très calquée sur les exigences que l'on retrouve dans la directive monnaie électronique ou dans la réglementation pour les services de paiement. Donc des réglementations qui ont été faites pour des acteurs traditionnels, mais qui avaient déjà eu le temps de maturer, de se structurer. Ce n'est pas forcément le cas de l'ensemble de l'industrie des cryptos. On le rappelle, pour 3/4 qui sont des petites entreprises. Et pour les plateformes qui doivent se mettre en conformité d'ici la fin de l'année, c'est aussi un gros travail avec beaucoup de coûts, beaucoup de ressources à allouer. Et de la même façon, on a des jeunes structures pour qui l'exercice va être plus difficile. C'est pour ça que... En même temps, si on est un nouvel entrant, on se crée tout de suite dans les bonnes conditions, en adéquation avec le règlement. Mais c'est la progressivité qui manque. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un acteur qui va se lancer, qui va donc présenter beaucoup moins de risques qu'une très grosse entreprise, par une très grosse banque, elle va avoir une force, un impact beaucoup plus important, elle va présenter plus de risques. Un petit acteur aujourd'hui qui veut émettre ou qui veut proposer des services sur cryptoactifs, il va présenter un risque moindre, il va avoir une base de clients moindre, donc on peut s'attendre à ce que les règles s'ajustent pour ces acteurs. Ça semblerait cohérent, oui. Voilà, tout à fait. Et puis pour les accompagner, pour qu'ils grandissent et en même temps qu'effectivement, il y ait les conditions de confiance pour que l'adoption se fasse. Donc la réglementation est un de ces éléments de confiance. Mais le fait qu'il manque de progressivité et de proportionnalité fait que la crainte, c'est que des acteurs qui se lancent aujourd'hui, en fait, ne puissent pas. Et que l'on ait finalement que des acteurs déjà établis et en plus des acteurs, on va dire, de la banque et de la finance traditionnelle qui soient en capacité de se conformer à ces exigences. Et vous avez déjà vu certains acteurs abandonner ce marché, justement, face à la difficulté ou au coût ? Alors déjà, en France, il y a quelques années, puisque la France a une réglementation depuis 2019 et qui était déjà importante, quoique la France avait fait le choix justement d'une montée en puissance progressive avec une partie obligatoire et une partie optionnelle pour que les acteurs en fait priorisent et se mettent en conformité au fur et à mesure. Mais malgré cela, c'est vrai que l'écosystème étant jeune, il y en a qui n'avaient déjà pas réussi. Et effectivement, avec cette marge très importante que met la réglementation européenne, la crainte c'est que les plus jeunes qui ne soient pas suffisamment bien accompagnés ou parce que les délais d'autorisation sont très longs, ils ne sont pas en capacité d'attendre pour pouvoir proposer leurs services, gagner de l'argent et rentabiliser tout cela, et notamment l'investissement dans la mise en conformité. Bon, on espère que ce sera entendu jusqu'à la Commission européenne, puisque c'est à ce niveau-là aujourd'hui que ça se joue. Merci beaucoup, Faustine Fleuret, présidente directrice générale de l'ADAN. Merci d'avoir été avec nous pour décrypter ce monde des cryptos pendant toute cette saison qui s'achève. Et donc, je vous souhaite à tous, chers téléspectateurs, un très très bel été.